Lorsque j'ai créé UPR, moi je suis allé voir le CSA au moment de la présidentielle de 2012. J'avais été reçu d'ailleurs à l'époque par Mme Christine Kelly. Je n'ai plus jamais été reçu ensuite malgré mes innombrables demandes. Et on m'avait répondu au CSA, vous comprenez, on ne peut pas intervenir auprès des médias parce que vous ne vous êtes jamais présenté dans aucune élection, vous avez 0 électeur prouvé. Très bien. Oui, mais alors comment se fait-il que M. Macron, qui a 0 électeur prouvé, ait eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures dans tous les grands médias? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends ce que tout le monde sait en France. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron a été promu médiatiquement pour être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous savez, les Français sont pas bêtes, hein. Ne les prenez pas pour des abrutis. Ils savent qu'il y a des martingales qui ont été établies. On sait très bien qu'il y a une corrélation qui, heureusement, est en train de se dégrader entre le nombre d'heures passées dans les grands médias et le nombre de votes obtenus dans les passe à autre chose. Bien, passons à autre chose. À propos des sondages, j'ai eu une information il y a une dizaine de jours à laquelle je n'ai pas cru. Et puis une deuxième, la même, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis une troisième, il y a quelques jours, à laquelle j'ai toujours pas cru. Et puis aujourd'hui, on me donne encore la même information, alors je vous suis quand même obligé de vous la livrer. C'est que dans les 4 cas que l'on m'a signalés, ce sont des adhérents de chez nous qui ont été sondés par des instituts. Et il paraît qu'ici, me dit-on, un institut a dit alors vous allez voter pour qui par téléphone? Alors, est-ce que vous allez voter pour Fillon? Non, a-t-il dit. Pour Macron? Non. Pour Mélenchon? Non. Pour Le Pen? Non. Pour Poutou? Non. Et à ce moment-là, le sondeur a dit « donc je vous mets en abstention ». Alors mais c'est une histoire vraie, ça fait 4 fois qu'on me le raconte. Alors notre adhérent a dit « non, moi je vote Asselineau ». Et le sondeur a dit « oui, mais ça n'est pas dans mon panel ». Nous avons enquêté dans les cuisines des sondeurs et découvert des pratiques discutables. Des sondés rémunérés qui mentent dans leurs réponses. Non, ça m'embête pas du tout de répondre n'importe quoi. C'est que des sondages, hein. Des chiffres retouchés. Chaque sondeur fait ce qu'il veut dans ce domaine, c'est la liberté du sondeur. Des questions orientées. Cette question n'est pas neutre, voilà. Et elle va dans le sens du commanditaire. Frédéric Dabi dirige les sondages de l'IFOP depuis 14 ans. L'idée, c'est qu'on construise cet échantillon représentatif et que le plus possible, il ressemble à la France. Est-ce qu'avec 1000 personnes, vous allez pouvoir être représentatif? Je dis oui. Mentir au sondage a donc l'air très simple. Alors j'ai voulu faire le test et rentrer dans la peau d'un sondé menteur. Je me suis inscrit à des sites de sondage comme Maximiles, Opinionway ou Harris. Pendant des mois, j'ai menti sur mon profil. Tour à tour, je me suis fait passer pour un ouvrier du bâtiment, un jeune de 20 ans, une femme de 53 ans, un chef d'entreprise ou une grand-mère de 76 ans. Surtout, j'ai répondu à de nombreux sondages politiques sur les primaires, où en réalité, je ne suis pas allé, et sur l'élection présidentielle. Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. Comment vous pouvez détecter des comportements comme le mien? On ne peut pas détecter quelques individus. Ou on ne peut pas détecter quelques individus. Est-ce qu'avec 1000 personnes, vous allez pouvoir être représentatif? Je dis oui, je dis oui. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Quand on regarde les chiffres publiés dans la presse... Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. On est surpris de voir à quel point ils sont tout ronds, quasi parfaits. Mais c'est une illusion. Selon un récent sondage, il est crédité de 0% des voix. Quand je regarde les sondages qui sont publiés officiellement, dont on ne sait pas d'où ils sortent d'ailleurs, on me donne 0,0. Ça, il paraît que vous êtes 0,0%. Vous avez vu?
Nous avons fait un rassemblement pour fêter les 10 ans de l'UPR, c'était le 25 mars dernier. Un certain nombre de vos confrères y sont allés, ils ont été sidérés par le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait 6500 personnes, et non seulement par le nombre, mais par la ferveur des gens. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Vous savez, sur Internet, le site unionpopulairerépublicaine.fr, upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Vous savez que les bookmakers britanniques me mettent en 5e position, et eux, ils jouent de l'argent, donc pour eux, ça compte. Il semblerait, d'après ce que les conseils que divulgue M. Philippe de Villiers sur Internet, il semblerait qu'il faudrait payer pour être sur le panel. Mais où va-t-on? Ça veut dire que finalement, les sondages qui nous sont donnés, on se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils font pour trouver les 0,5 qu'ils me donnent, parce qu'ils doivent se dire quand même c'est un petit peu gênant, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Franchement, on est dans non pas dans des armes de destruction massive, mais dans des armes de désinformation massive qui nous sont imposées. En 1994, j'avais décidé de faire un commando face à la liste Baudis, Raffarin, etc. Donc la liste maastrichtienne, et nous on était la liste anti-maastrichtienne. Et j'avais avec moi Jamie Goldsmith, qui était un milliardaire, un brillant esprit, qui avait écrit un livre à succès qui s'appelait Le Piège, et qui s'est littéralement converti à l'anti-mondialisation après avoir profité de la mondialisation. Il était mon numéro 2. Et puis il y avait aussi Thierry Jean-Pierre, il y avait Charles de Gaulle, non célèbre d'un porte-avions, etc. Et donc, on remplit les salles, mais les sondages ne répondent pas. Mais vraiment, on remplit les salles partout, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, alors à l'époque, on avait le droit, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait le droit de faire appel à l'argent privé jusqu'à la hauteur d'un plafond, mais qui était très haut. Et donc, quelqu'un qui était sur la liste avait le droit d'apporter son financement personnel. Très important ce que je dis, parce qu'on était dans la légalité parfaite. Et d'ailleurs, notre compte de campagne a été parfaitement validé. Et donc, j'avais dit à Jamie, voilà, moi, je n'ai pas le premier sou, si vous pouvez nous aider, etc. Bon, d'accord, etc. Et on arrive à un mois de l'élection. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait, on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant. À tel point que Jimmy Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dis « Écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages, et pendant 3 mois, quoi, même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jamie Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jamie a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après, et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc., 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. C'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux,
ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Notre adhérent a dit non, moi je vote Asselineau. Et le sondeur a dit oui, mais ça n'est pas dans mon panel. En fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. On sait là. C'est le début du programme, on n'a pas triché. On va donc accélérer, parce qu'on s'en fout un peu. Et on va donc compter les candidats. Première. Artaud. On y va. Et on va compter tous ensemble, ça va être rigolo. Il y a quand même un problème démocratique là. Hein. Si les 10 sont là et qu'il en manque un, il y a quand même un gros problème. Jean Lassalle. On est donc au deuxième. N'est-ce pas? Ça vient de passer là, c'est juste avant le soir 3, donc 23h30. Il y a quand même un problème. Hein. Donc après la salle, c'est Le Pen. On est donc à 3, hein, n'est-ce pas? Il y a un gros problème là, si on ne met pas le candidat pour lequel on n'a pas parlé pendant 10 ans. Jacques Cheminade, on est donc à 4, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec nous, hein, n'est-ce pas? Il y a un problème. Et puis on se dit que François Asselineau va passer. Mais non. Benoît Vous Hamon, allez voir. 5e, Benoît Hamon. Allez, on continue. 6, Poutou. Poutou. Ouais, Poutou. Oh, Poutou, il est rigolo. Alors, le 7e, c'est qui? Le 7e, c'est Macron. Ouais, génial, super. Un mec qui dit rien pendant 1 minute. Hop. Donc, le 8e, ça va être Dupont-Aignan, bien sûr. Ah, c'est ça, il va en manquer qu'un. C'est abusé ou pas? Donc, Dupont-Aignan, après, c'est qui? Mélenchon? Fillon. Alors, Fillon, il dit encore moins de trucs que Macron. C'est génial, les deux, là, franchement. Votez pour eux. On va avancer. MDR. On va bien avancer en direction du mur. Et donc, après, c'est Mélenchon. Alors, déjà, qu'est-ce que foutent Laporte et Sohan, là? Faut m'expliquer ce qu'ils foutent en soutier, Laporte et Sohan, là. On se demande. Mais bref. Mais il est ensemble. Et je crois qu'il va y en avoir qu'un dernier, et puis après, non, c'est fini. Ah, c'est fini. D'accord. C'est voilà. Fini. Voilà. Bravo. Bravo la démocratie. N'est pas là. Dans votre programme de 2012, il y a un chapitre entier sur la liberté de la presse, dont un point, assurer une diversité politique représentative des différents courants d'opinion parmi les journalistes, présentateurs d'émissions d'information. Ça veut dire quoi, monsieur Asselineau? Eh bien, ça veut dire qu'actuellement, on a parmi les journalistes dans les grands médias d'information le sentiment que tout le monde pense la même chose. Il n'est pas normal que ce soit de cette façon. Et beaucoup de Français, croyez-moi, ont le sentiment que quand ils écoutent les grandes chaînes de télévision, par exemple, ou de radio, il n'est pas normal que les Français aient le sentiment que l'ensemble des commentateurs, des journalistes, penchent dans le même sens. Voilà. C'est ce que je pense. Plus les supporters de François Asselineau appelleront, écriront, et moins je les ferai passer à l'antenne. Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple. Ce serait dommage, ça serait un peu dommage dans le service public qu'on n'entende pas des candidats. Moi, il me manque Vous pas. avez- François Asselineau, europhobe, souverainiste, qu'est-ce qu'on sait de lui? Aujourd'hui, François Asselineau, c'est une petite star de la composphère, de la russosphère. C'est vraiment le candidat de la post-vérité. De voir des complots absolument partout. Des candidats pas sérieux, comme vous venez de le dire, il y en a toujours eu. Donc effectivement, il y a quand même un mystère. Comment Asselineau fait-il, lui, pour les avoir presque d'un claquement de doigts? C'est pas conspirationniste de dire, alors qu'il n'a pas cet appareil militant, qu'il n'a pas ces troupes physiques à l'œuvre qui vont de mairie en mairie tout le temps. On va être obligé de le voir, on va être obligé de l'interroger, de lui poser des questions comme si c'était un candidat sérieux. Ce qui fait qu'on n'a peut-être pas retenu tous ces proverbes et tous ces rappels au règlement. Il connaît tous les articles. Il connaît tous les articles. Il a avalé les proverbes chinois. Il a avalé le code pénal, le code civil, le code des impôts, il a tout avalé, il crache tout là comme ça. Article 60, article 120, article 12, article 4. Avec des personnages comme ça, un peu iconoclastes, c'est Asselineau ou Cheminade, parfois, dont franchement, pour comprendre ce qu'il y avait d'intelligible dans son propos, On demande tout simplement aux responsables, aux médias, de faire appliquer, par exemple, la charte de Munich de 1971. Voilà. Oui, la charte de Munich sur l'éthique du journalisme. Ben, c'est l'éthique du journalisme, madame.
Le magazine L'Opinion, qui a été repris ensuite par plusieurs médias comme Valeurs Actuelles ou Spoutnik, a informé ses lecteurs le 2 août qu'Emmanuel Macron serait, paraît-il, très en colère contre Nicolas Sarkozy, alors que l'on pensait jusqu'ici que les deux hommes s'entendaient au contraire très bien, qu'ils se contactaient très régulièrement et Emmanuel Macron demandait les conseils de son prédécesseur. Et pourquoi donc cette colère ? Eh bien, à en croire les journaux, parce que l'actuel locataire de l'Élysée reprocherait à l'ancien président, à Sarkozy, d'avoir participé en coulisses à la montée de Vivendi, qui est la propriété de la famille Bolloré, au capital du groupe Lagardère. Selon L'Opinion, cette montée en puissance dans le capital de Lagardère aurait pour conséquence que Vincent Bolloré, qui est un milliardaire français, une des grandes fortunes françaises, qui a déjà le contrôle de Canal+ et de CNews, eh bien pourrait à terme récupérer dans son empire des fleurons médiatiques français, comme par exemple le Journal du Dimanche, Paris Match ou bien Europe 1, qui sont des propriétés du groupe Lagardère. Alors c'est cela qui a, paraît-il, rendu furieux, je cite entre guillemets, l'actuel président de la République, dont le magazine L'Opinion assure par ailleurs qu'il suivrait de très près les activités de Nicolas Sarkozy. Et on apprenait par les mêmes médias que selon un proche d'Emmanuel Macron, il faut prendre Sarkozy au sérieux dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette information, c'est que je vous demande d'y réfléchir. Elle confirme, au vu et au su de tout le monde, ce que je ne cesse de dire, et beaucoup d'autres d'ailleurs avec moi, sur le fait que les élections, et notamment l'élection présidentielle, sont manipulées par les médias. En réalité, cette information, elle est capitale. Elle montre à tous les Français que, en effet, celui qui détient les médias peut influencer le contenu de ces médias et peut promouvoir tel ou tel candidat. C'est un aveu phénoménal qui est ainsi mis sur la place publique. Nous ne devons plus tolérer que des journalistes fassent mine que les médias seraient tout à fait objectifs. Si les médias étaient tout à fait objectifs, M. Macron devrait se fiche comme d'une guigne, eh bien que Vincent Le Bolloré, en compagnie de Nicolas Sarkozy, essaie de mettre la main sur le Journal du Dimanche, Paris Match et Europe 1. D'ailleurs, que pense le CSA de ces manœuvres de manipulation médiatique qui sont exposées en plein jour ? J'aimerais avoir le point de vue du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous devons faire très attention à ce qui se passe au niveau médiatique, mais surtout, vous devez bien comprendre et faire comprendre au plus grand nombre possible de Français autour de vous que certains ont décidé d'ores et déjà de manipuler l'élection présidentielle de 2022 en mettant la main sur les grands canaux de distribution médiatique, les grands canaux médiatiques, pour promouvoir le moment venu le candidat de leur choix, qui pourrait être Nicolas Sarkozy ou quelqu'un d'autre. Et je conclurai cette remarque par cette observation extraordinaire qu'avait faite un essayiste français, un observateur politique très connu du XIXe siècle, qui s'appelait Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, qui était un représentant de l'aristocratie française, s'était rendu en Amérique. Il avait ensuite rédigé un livre qui s'appelle « De la démocratie en Amérique ». Et au cours de ce voyage, Tocqueville avait examiné ce qui se passait avec le système de l'élection. À l'époque, en France, depuis la Restauration, on avait créé des élections pour avoir notamment des députés. Sous la monarchie, sous Louis XVIII, Charles X, puis sous Louis-Philippe. Mais ces élections étaient au suffrage censitaire, comme on dit, c'est-à-dire que seuls les hommes pouvaient voter. Au-dessus de, je ne sais plus qu'est-ce que c'était à l'époque, ça devait être au-dessus de 35 ans, et des hommes de plus de 35 ans qui devaient payer, qui devaient avoir des revenus tout à fait significatifs. Donc en fait, c'était seulement les hommes mûrs et riches qui pouvaient voter. Et à l'époque, il y avait certains qui disaient il faudrait faire voter tout le monde, le suffrage universel, etc. Et donc Tocqueville va aux États-Unis et là, il voit le suffrage universel. Enfin, universel très relatif, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et évidemment,
les personnes de couleur n'avaient pas le droit de vote non plus. C'était seulement les blancs. Mais Tocqueville fait cette remarque extraordinaire dans son livre de la démocratie en Amérique. Quand il revient en France, il dit notamment aux aristocrates français qui le lisent, il dit « Moi, je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira. » Eh bien voilà, c'est exactement ce que nous apprend cette altercation qui vient d'avoir lieu, semble-t-il, entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. C'est qu'on est encore dirigé en France par des gens qui pensent que les Français voteront comme on le leur dira, comme leur diront tous les grands médias de la presse audiovisuelle ou bien des grands magazines et des grands journaux. Alors, je vous prends à témoin. L'élection présidentielle, c'est dans un peu moins de 2 ans. Il faut d'ores et déjà que les Français s'arment d'un antidote, qu'ils comprennent que certains ont décidé de les manipuler comme ils ont été manipulés en 2017 d'une façon éhontée depuis 2 ans avant 2017 pour promouvoir Macron. Ce que craint Macron, c'est qu'en fait, les oligarques qui tiennent les grands médias aient décidé de se passer de ces services à partir de 2022 et d'avoir recours à un autre candidat. C'est ça la crainte de Macron. Eh bien, si vous, toutes les personnes qui me regardent, si vous ne voulez pas être encore une fois manipulés, vous devez savoir et dire autour de vous que la première chose à faire, c'est de ne plus croire les grandes chaînes d'information télévisuelles, ni les grands médias, mais d'aller rechercher de l'information sur les sites, sur Internet, et en particulier, bien entendu, à commencer par le site de l'Union populaire républicaine. Parce que nous croyons encore dans la démocratie, et nous voulons que les élections de 2022 se tiennent de façon, si possible, le plus possible transparente, avec une égalité parfaite de traitement des candidats. 90 médias français, télévision, radio, journaux et magazines ont co-signé une lettre ouverte à nos concitoyens au sujet de la liberté d'expression. Cette lettre ouverte faisait suite à ce terrible attentat qui a eu lieu de nouveau devant l'ancien siège de Charlie Hebdo et qui a fait 2 blessés très graves. Dans cette lettre ouverte sur la liberté d'expression, ces 90 médias ont co-signé le texte suivant. Je les cite, « Il n'est jamais arrivé que des médias qui défendent souvent des points de vue divergents et dont le manifeste n'est pas la forme usuelle d'expression, décident ensemble de s'adresser à leur public et à leurs concitoyens d'une manière aussi solennelle. Si nous le faisons, poursuivent les 90 médias, c'est parce qu'il nous a paru crucial de vous alerter au sujet d'une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie, votre liberté d'expression. Alors, il faut regarder cette lettre d'un petit peu plus près. Je sais, c'est le début. Il y a toute la suite, vous la trouverez sur Internet. Je vois cette lettre qui dit « Les médias défendent souvent des points de vue divergents ». Pardon ? Alors là, déjà, je ne suis pas d'accord, ou en tout cas, je vous demande votre avis. Tous les grands médias français, sur tous les grands sujets, sont toujours tous d'accord. Tous les grands médias français sont pour la construction européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas quelques miettes ici ou là à quelqu'un qui est contre. Mais leurs éditorialistes, leurs commentateurs, leurs journalistes phares, la tonalité générale de la ligne éditoriale, ils sont pour la construction européenne. Tous les grands médias français avaient d'ailleurs appelé à voter oui à la Constitution européenne en 2005 et oui au traité de Maastricht en 1992. Tous les grands médias français sont contre le Brexit. Trouvez-moi un grand journal, une grande radio, une grande télévision où l'on s'affirmerait pour le Brexit. Tous les grands médias français tournent Boris Johnson en ridicule. Tous les grands médias français affirment que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va être une catastrophe économique s'il n'y a pas d'accord. Côté américain, tous les grands médias français sont pour Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Tous les médias français étaient pour Obama, qu'il présentait comme un président des États-Unis extraordinaire, d'intelligence, d'humanisme, de subtilité. Et tous les médias français tapent sur Donald Trump. Sauf que tous les médias français omettent de préciser que Donald Trump, lui, n'a déclenché aucune guerre, il a rapatrié les soldats de l'étranger,
Il a au contraire essayé de faire progresser les processus de paix ici ou là, plus ou moins bien. Je suis pas là pour défendre Donald Trump, mais enfin le bilan est quand même meilleur que le bilan d'Obama qui, lui, pendant sa présidence, a fait plus de 4700 morts qu'il a décidé lui-même avec des drones. Les mêmes d'ailleurs grands médias qui présentent Vladimir Poutine comme un assassin parce qu'il aurait peut-être empoisonné Navalny, alors que l'histoire ne tient pas debout, ne disent pas un mot sur les 4700 morts d'Obama par les drones. Tous les grands médias français s'abstiennent de faire une enquête sur ce que sont d'ailleurs devenus les Skripal. Tous les grands médias français sont pour l'euro. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas ici ou là la parole à quelqu'un qui va critiquer. Mais fondamentalement, ils sont tous pour la survie de l'euro. Tous les grands médias français nous expliquent que c'est notre avenir. Tous les grands médias français sont pour l'OTAN. Tous les grands médias français sont en faveur du nouveau régime en Ukraine. Tous les grands médias français sont contre Loukachenko en Biélorussie. Tous les grands médias français étaient contre Saddam Hussein. Tous les grands médias français sont contre Bachar el-Assad en Syrie. Tous les grands médias français étaient pour Madame Aung San Suu Kyi lorsqu'elle était dans l'opposition en Birmanie. Et ils sont devenus d'ailleurs tous contre depuis qu'elle a soutenu les exactions commises contre les Rohingyas. Tous les grands médias français sont contre le président du Brésil, Bolsonaro. Tous les grands médias français sont contre le régime chinois. Tous les grands médias français ont dit ou ont laissé entendre qu'il fallait voter pour Macron contre Le Pen en 2017. Tous les grands médias français ironisent ou jettent la suspicion sur le professeur Raoult au sujet de l'épidémie de Covid-19 et d'ailleurs sur les autres professeurs qui l'ont rejoint. Tous les grands médias français ont repris à qui mieux mieux en donnant le maximum d'éclat les critiques contre l'hydroxychloroquine. Et du fait de l'opinion publique, ont été quand même obligés de donner de temps en temps la parole au professeur Raoult, mais en se pinçant le nez de façon ostensible pour montrer que tout ceci n'était pas sérieux. Tous les grands médias français approuvent les décisions du gouvernement sur les masques ou sur la prétendue deuxième vague de Covid. Tous les grands médias français dénoncent les idées complotistes dès lors que l'on n'est pas d'accord avec les versions officielles de tel ou tel événement. Tous les grands médias français qualifient les gilets jaunes d'extrême droite. Tous les grands médias français cachent l'existence des grandes orientations des politiques économiques posées chaque année par la Commission européenne et qui fixent à chaque État, dont la France, ce que doivent être les réformes dans chaque État au nom des traités européens. Tous les grands médias français sont ainsi d'accord pour cacher le fait que toutes ces grandes décisions viennent de l'Union européenne, mais tous les grands médias français sont d'accord avec ces exigences. Tous les grands médias français sont tous pour la réforme des retraites, expliquent que c'est indispensable, expliquent que les réformes sont indispensables, expliquent qu'il faut casser le droit du travail, c'est indispensable, expliquent que les privatisations, c'est normal, sont tous contre le poids du service public. Tous les grands médias français estiment d'ailleurs inutile de faire des grands débats de haute tenue sur notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. Alors en quoi est-ce que cette lettre peut dire que ces médias sont en désaccord les uns avec les autres? Un des problèmes fondamentaux de la France, c'est que tous les médias disent la même chose sur tous les sujets stratégiques. Au moment du Brexit au Royaume-Uni, il y avait des journaux, et non des moindres, comme par exemple le Daily Telegraph, qui est un grand journal conservateur, l'équivalent du Figaro, et qui avait pris position pour le Brexit. Alors que notre Figaro à nous, lui, est par opposition tout à fait contre le Frexit. En Royaume-Uni, vous aviez également des tabloïds, vous aviez des radios, vous aviez 343 chefs d'entreprise qui avaient appelé à voter pour le Brexit. En France, non. Et alors après, je poursuis la lecture de la lettre de ces 90 médias qui nous disent « Une des valeurs les plus fondamentales de notre démocratie serait donc en cause votre liberté d'expression. » Pardon ? Ma liberté d'expression ? Ce qui est cocasse, c'est que j'ai regardé la liste des signataires. Et parmi les signataires, il y a le Journal du Dimanche, le JDD, qui a signé cette lettre du 23 septembre 2020.
Or, il se trouve que 4 jours, 4 tout petits jours après, le 27 septembre 2020, le même journal du dimanche a censuré purement et simplement une tribune signée par 250 sommités médicales ou universitaires qui était intitulée « Il est urgent de changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19 ». Cette tribune devait initialement paraître dans le journal du dimanche 27 septembre 2020. Ça n'a pas été le cas. Le JDD, d'un seul coup a décidé de publier à la place une tribune d'un collectif de 7 médecins. 7 médecins. L'autre, c'était 250 signatures avec des signatures prestigieuses. Le JDD a plutôt à la place a publié une lettre indigente de 7 médecins qui ont mis en garde contre une éventuelle seconde vague et qui ont demandé sur l'ère des lampions des mesures radicales sanitaires dès ce week-end, reprenant la propagande gouvernementale. Ces 7 médecins, d'ailleurs, sont ceux que l'on retrouve sur les plateaux de télévision depuis le début de la pandémie, à commencer par Madame Karine Lacombe et à poursuivre avec Gilbert Delay ou Bruno Mégarban. Ces 7 médecins ont reçu d'ailleurs plus de 432 000 € des laboratoires, dont 222 000 € pour la seule Karine Lacombe et 160 000 € pour Gilbert Delay, avec plus de 25% des conventions qui ne sont pas renseignées. En d'autres termes, après avoir appelé l'attention du peuple français sur la menace qui pesait sur la liberté d'expression le 23 septembre, 4 jours après, le 27 septembre, le même journal, le journal du dimanche, censurait une tribune de 250 personnalités éminentes qui dénonçaient le discours anxiogène du gouvernement et l'annonce d'une hypothétique seconde vague, comme on nous le fait maintenant depuis 3 mois. Alors la conclusion. La conclusion, je suis désolé de le dire, mais les grands médias français, pas tous, il y a des médias moyens, mais les grands médias français ne défendent pas du tout la liberté d'expression. Ils ne donnent jamais un pourcentage égal à telle ou telle version d'un événement. Ils ne vont jamais interviewer des personnes qui sont dénoncées dans leurs médias. Ou s'ils le font, c'est de façon millimétrique et toujours en se pinçant le nez pour bien décrédibiliser le discours. En fait, les grands médias français ne font parler que soit les partisans du système, les partisans du gouvernement, soit des opposants contrôlés, comme on dit, c'est-à-dire des opposants qui s'opposent à la marge, mais qui ne s'opposent pas aux questions fondamentales. Preuve en est que tous les grands médias français, je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens, estiment inutile de faire enfin des débats de haute tenue, pas des débats de 5 minutes avec des petites phrases entre 2 portes. Non, je veux parler de débats approfondis, où on laisse les personnalités s'exprimer, qu'elles ne sont pas sans arrêt coupées. Et elles peuvent aborder pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, un sujet de fond devant le peuple français. Comme c'était le cas dans les années 80 du XXe siècle encore, avec par exemple l'émission L'heure de vérité de François-Henri de Virieux. Il n'y a jamais, je dis bien jamais eu, un débat de fond où je pourrais par exemple expliquer devant le peuple français pendant 1 heure et en débattant avec un opposant, avec un européiste patenté, j'exposerai devant les Français tous les arguments qui nous invitent à sortir de l'Union européenne, à nous invitent à sortir de l'euro et à nous invitent à sortir de l'OTAN. 1 heure, c'est trop demandé ? Oui, c'est trop demandé. Moi, d'ailleurs, lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle, je n'ai eu droit à chaque fois que quelques miettes qui étaient imposées par la loi. Et à l'automne 2017, un de mes collaborateurs a appelé M. Jean-Michel Apathy, qui sévissait à l'époque sur France Info, et a dit « Bon ben voilà, M. Asselineau a été candidat à l'élection présidentielle. Nous avons présenté des candidats dans 574 des 577 circonscriptions législatives. Nous avons fait à l'élection présidentielle près de 1%. On a fait plus que d'autres candidats qui sont arrivés après. Ça fait maintenant 5, 6, 7 mois. Est-ce que vous pourriez le réinviter, M. Asselineau ?» Et M. Apathy avait dit textuellement à notre collaborateur « Non, je n'inviterai pas Asselineau. Je ne l'inviterai pas jusqu'en 2022, encore s'il a ses parrainages en 2022, mais d'ici là, je ne l'inviterai pas. » Voilà comment ça marche.
les médias français, tous les grands médias français jugent à l'évidence inutile d'inviter l'UPR à venir présenter son programme. Ça fait 13 ans et demi que ça dure. En revanche, ils peuvent inviter n'importe quel chien coiffé ou des personnes qui ne se sont jamais présentées aux élections pour nous parler en boucle de leurs idées politiques. Et on assiste à quoi en ce moment? On assiste au fait que tous les grands médias français ont commencé leur travail de lavage de cerveau du peuple français pour la présidentielle. Comment procèdent-ils? Ils font par avance la sélection de celles et de ceux qui peuvent devenir président de la République en 2022. Ils parlent en boucle de Macron, Édouard Philippe, Anne Hidalgo, un petit peu également Xavier Bertrand, un petit peu Mélenchon, et puis évidemment Madame Le Pen. On parle d'elle encore et toujours pour faire élire celui ou celle qui sera son adversaire au deuxième tour. Heureusement, de plus en plus de Français l'ont compris. Tous les grands médias français sont en train de nouveau de vous voler l'élection. Ça commence dès maintenant, de 2022. Ils sont en train d'organiser l'invisibilité de l'UPR et de ma personne. Ils n'en parlent jamais. Jamais. Pour que le grand peuple français qui regarde la télévision en finisse par oublier notre existence. Il n'y a pas que nous d'ailleurs. Il y a également d'autres partis dont on ne parle jamais et ceux dont on parle toujours. Et ceux dont on parle toujours, eh bien, ce sont ceux qui sont les opposants contrôlés ou le candidat du système. Alors, j'invite maintenant les Français à ne plus se laisser duper par cette prétendue liberté d'expression de nos grands médias. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les Français, formatés par les médias, finiront par élire Macron de nouveau, ou Édouard Philippe, ou Anne Hidalgo, en croyant faire œuvre d'innovation. Et puis, ça sera en 2022, ils auront en fait voté pour les candidats présélectionnés par les médias, et ils découvriront dès l'automne 2022 ou dès le printemps 2023 qu'ils ont été une nouvelle fois roulés dans la farine et que la destruction de la France continue comme avant parce qu'ils auront encore une fois voté pour un candidat qui reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Est-ce que vous voulez encore avoir cette même terrible déception et ce sentiment d'une France qui est en train de s'effondrer à l'automne 2023? Si vous ne le voulez pas, arrêtez de regarder la télévision, arrêtez de suivre les grands médias et venez sur les sites alternatifs sur Internet et en particulier sur le site de l'Union populaire républicaine. Mon attention a été attirée récemment par deux articles intéressants que j'ai trouvés dans la presse. Le premier article, c'est un article de Ouest France du 9 novembre qui concerne un restaurateur de Pontivy en Bretagne. Il a la malchance d'avoir un restaurant de restauration rapide à côté de son propre restaurant et il y voit à toute heure du jour et même d'une partie de la nuit une file d'attente de clients qui viennent y acheter de la nourriture à emporter. Il ressent cette situation comme très injuste car il a, lui, un vrai restaurant et il n'a pas le droit d'ouvrir à cause des mesures Macron-Castex. La seule chose qu'il peut faire, c'est ce que nous raconte cet article de Ouest France, c'est de la nourriture à emporter comme le fast-food d'à côté, mais il n'est pas équipé pour ça. Et le public ne pense pas à venir chez lui pour en acheter. En bref, son chiffre d'affaires s'est effondré, le restaurateur est très en colère, comme la plupart des restaurateurs de France, et il a bien raison de l'être. Les décisions de Macron et de Castex ont pour conséquence non seulement de le forcer, lui, au chômage technique, mais aussi son cuisinier, ses employés, et de pousser tout ce petit monde dans de graves difficultés financières, alors que le fast-food américain à côté fait d'excellentes affaires. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette situation est absurde, elle est injuste. On aurait très bien pu autoriser les restaurateurs à rester ouverts en continuant à servir le client avec la distanciation sociale préalable. Du reste, on a appris ces jours-ci par une émission de LCI elle-même que ce reconfinement n'est pas à l'origine de la décrue de la deuxième vague. Bon, mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement ?
bien, c'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit, et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Notons au passage qu'avec une pareille information, LCI serait traité de complotiste si cette chaîne de télévision n'était pas une filiale de TF1. Alors je conclurai en vous incitant, si vous devez ne pas manger chez vous, à aller plutôt chercher des plats à emporter dans des petits restaurants si vous en avez la possibilité. Le deuxième article dont je veux vous parler est paru dans le Figaro du 9 novembre. Il concerne cette fois-ci des jeunes catholiques qui se sont mobilisés parce qu'ils veulent que la messe, qui est un sacrement, puisse continuer à être célébrée, alors que le gouvernement a décidé de l'interdire. Même si le cas est bien différent de celui du restaurateur de Pontivy dont je parlais à l'instant, je suis choqué de la même façon que Macron et Castex aient pris des décisions unilatérales qui viennent perturber la vie des gens. Rien n'a été discuté ni négocié avec les fidèles, que ce soit les fidèles de l'Église catholique ou d'autres cultes religieux. Pourquoi autoriser que des gens puissent se rendre dans des supermarchés et leur interdire d'aller dans une église, une cathédrale, une mosquée ou une synagogue? Après tout, comme pour les restaurateurs, on peut imposer des mesures de distanciation sociale pendant les messes. Bon, maintenant, j'en viens à l'autre objet de cet entretien. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux articles, qui sont intéressants en eux-mêmes et qui pointent des situations assez scandaleuses? Mais si je veux vous en parler, c'est parce qu'ils ont tous les deux été rédigés pour la même raison. Ouest France a consacré un article au restaurateur parce que celui-ci a fait une vidéo décrivant sa situation dramatique. Et si Ouest France a fait cet article, c'est parce que cette vidéo a eu du retentissement sur Internet. En 5 jours, c'est ce que dit l'article, il a obtenu 50 000 vues sur Facebook. 50 000 vues sur Facebook. Ouest France s'extasie de ce nombre, présente ainsi la vidéo comme une vidéo virale, et c'est pour ça qu'il lui consacre un article véritable avec un entretien à la clé. Quant au Figaro, s'il a consacré lui aussi tout un article, et cette fois-ci il y a des jeunes catholiques qui réclament le rétablissement de la messe, c'est aussi pour la même raison, parce que ce groupe de jeunes a agi comme le restaurateur. Ils ont fait une vidéo qui a obtenu 90 000 vues en 5 jours. Le Figaro s'est extasié de ce nombre, 90 000 vues sur YouTube, et c'est pour ça qu'ils ont fait un article. Alors, je résume la situation. Si je comprends bien la presse française, Ouest France et Le Figaro, qui sont deux titres de la presse écrite parmi les plus importants de France, ont jugé nécessaire de rapporter à leurs lecteurs cet événement pour eux lorsqu'un particulier ou un groupe de citoyens arrive à faire une vidéo qui reçoit 50 000 vues sur Facebook ou 90 000 vues sur YouTube. Pour ces deux grands journaux, ce sont des nombres de vues spectaculaires qui justifient pleinement qu'on leur consacre un long article avec un entretien des organisateurs de ce qui a mené à ce buzz, comme on dit maintenant, une espèce de miracle d'audience. Alors il m'a semblé utile de vous présenter cette constatation et de la comparer au sort qui nous est réservé à nous, à l'UPR, et en particulier à moi-même. Je voudrais signaler ici que depuis la rentrée de septembre 2020, nous avons fait un certain nombre de vidéos sur UPR TV qui ont réalisé chacune des centaines de milliers de vues. Il y en a même plusieurs d'entre elles qui ont largement dépassé le million de vues. Ma vidéo sur l'incroyable exigence du Fonds monétaire international vis-à-vis de la Biélorussie a été mise en ligne le 7 septembre. Et aujourd'hui, le 25 novembre, c'est-à-dire 2 mois et demi de temps après, cette vidéo a dépassé 1,8 million de vues sur Facebook et 150 000 vues sur YouTube. C'est-à-dire 1 965 000 vues, allez, en gros, près de 2 millions de vues cumulées. Ma vidéo sur les libertés menacées, qui a été mise en ligne avec les vaccins, qui a été mise en ligne le 7 octobre,
atteint aujourd'hui, 25 novembre, c'est-à-dire un mois et demi de temps après, un peu plus de 1,3 million de vues sur Facebook et 43 000 vues sur YouTube, c'est-à-dire 1 350 000 vues environ. Ma vidéo sur le reconfinement suite au discours de Macron a été mise en ligne le 29 octobre, il y a bientôt un mois. Aujourd'hui, elle dépasse 1 300 000 vues sur Facebook et 356 000 vues sur YouTube, c'est-à-dire 1 650 000 vues. Et puis enfin, je citerai ma très récente vidéo sur l'élection de Biden telle qu'elle a été annoncée par les médias. Nous l'avons mise en ligne le 9 novembre. Aujourd'hui, le 25 novembre, c'est-à-dire 15 jours après, cette vidéo a obtenu 929 000 vues sur Facebook, 467 000 vues sur YouTube, c'est-à-dire 1 400 000 vues en cumulé. Je pourrais... Alors ça veut donc dire, depuis la rentrée, nous avons donc fait 4 vidéos qui ont dépassé largement 1 million de vues et même 1 350 000, 1 650 000 et près de 2 millions. Je pourrais aussi citer ma vidéo sur les raisons de l'empressement de certains responsables mondiaux à féliciter Joe Biden pour son élection. On a mis en ligne cette vidéo le 14 novembre. Aujourd'hui, ça fait 10 jours après, nous en sommes à 900 000 vues, dont 500 000 vues sur Facebook et 400 000 vues sur YouTube. On va franchir le million dans les tout prochains jours. Bon. Je ne vais pas récapituler toutes nos vidéos, je vous rassure. Ça fait déjà beaucoup de chiffres. Je m'arrête là. Mais je résumerai ce constat en disant simplement, vous le voyez, que nos vidéos obtiennent désormais systématiquement plusieurs centaines de milliers de vues si l'on additionne Facebook et YouTube, et que nous avons désormais, une fois toutes les 3 semaines à peu près, une vidéo qui obtient entre 1,4 million et 2 millions de vues en cumulé. Si l'on y réfléchit, cela signifie que nos vidéos obtiennent régulièrement 20 fois, 30 fois, 40 fois même le nombre de vues des vidéos que j'ai citées précédemment et qui ont été jugées des buzz suffisants pour que Ouest France ou Le Figaro y consacrent un article et un entretien. Or, je rappelle ici que depuis bientôt 14 ans que j'ai créé l'UPR, je n'ai jamais pu obtenir un entretien de fond avec une photo, des questions-réponses, ni même un entretien tout court, ni dans Ouest France, ni dans Le Figaro, ni dans la quasi-totalité des journaux et magazines français. Quelle justification les grands magazines et les grands journaux français peuvent-ils donner à un traitement aussi ouvertement déséquilibré et injuste ? Cette comparaison met en lumière de façon que je crois spectaculaire et irréfutable cette censure féroce, muette, invisible, jamais avouée, qui nous est opposée depuis 14 ans. La stratégie implicite qui nous est appliquée par tous les grands médias du pays consiste à rendre l'UPR et à me rendre invisible au grand public. Ce n'est pas parce que les médias ne nous connaissent pas. C'est au contraire parce qu'ils ne nous connaissent que trop bien. Ils nous connaissent parfaitement. Je le vois d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, mais aussi sur Facebook, par les noms des gens qui y sont abonnés. Il y a un très grand nombre de journalistes de la presse française et même internationale. Donc il y a un truc. S'ils s'arrangent tous pour nous cacher aux yeux des Français, c'est parce qu'ils savent que leur rédaction en chef ne le souhaite me cacher, souhaite cacher l'UPR. Et si leur rédaction en chef ou si les propriétaires des médias le souhaitent, c'est parce qu'ils savent que nous sommes droits, purs et fidèles, comme le disait De Gaulle, à l'engagement initial pour lequel j'ai créé l'UPR. Alors vous allez me permettre de prendre ici une image, parce que j'y ai réfléchi, je pense que c'est une bonne façon de comprendre ce qui se passe dans la politique. Pour bien comprendre ce qui se passe en politique, il faut imaginer que les grands médias agissent avec les partis et les responsables politiques exactement comme les chaînes d'hypermarchés avec leurs fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe dans un hypermarché ? Il y a beaucoup de fournisseurs qui se pressent
pour obtenir de pouvoir vendre leurs produits, parce qu'il y a énormément de clients qui passent dans un hypermarché et qui sont là pour acheter justement des produits. Comme il y a beaucoup plus de demandes de fournisseurs qu'il n'y a de place pour présenter des produits, la direction de l'hypermarché, elle est la reine pour décider de qui elle va retenir comme fournisseur. Dans le langage du métier, on parle des fournisseurs qui vont être référencés. Référencés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir droit à être commercialisés dans l'hypermarché. Mais il y en a d'autres qui ne seront pas référencés. Alors, comment ça se passe ? La direction de l'hypermarché, elle va demander à chaque fournisseur de lui accorder la plus grande marge possible. Par exemple, je sais pas, pour le rayon des pâtes ou des raviolis en conserve, elle va retenir plusieurs marques, les plus connues, mais en demandant à chacune d'entre elles la plus grosse marge, des remises, des ristournes, etc. Et ensuite, elle va mettre en avant, dans les meilleures positions, les boîtes de raviolis en fonction du profit escompté pour chacune d'entre elles. Le fournisseur qui lui aura accordé la meilleure marge, donc qui lui assurera le meilleur profit, eh bien, il aura droit de voir ses produits installés à la meilleure place possible. Ils seront placés, par exemple, en tête de gondole, comme on dit, c'est-à-dire en bout de rayon, juste devant une très grande allée où passent des milliers d'acheteurs par jour. Et puis, il y aura des dispositifs promotionnels qui attirera l'attention sur ce produit. Et puis, les mêmes boîtes de raviolis pourront, par exemple, être placées en milieu de rayon, en plus de la tête de gondole, sur 40 ou 50 cm de linéaire, à 1,60 m, 1,70 m du sol, de telle sorte que le regard des acheteurs qui passent dans une petite allée tombe spontanément dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypermarché, pour rester attractif, il doit proposer plusieurs produits. Sinon, les clients, ils s'en iraient. Ils estimeraient qu'ils n'ont pas assez de choix. Donc l'hypermarché, il va référencer plusieurs produits. Il va mettre en avant celui qui lui procure les meilleures marges, qui lui donne le plus de profit, mais il va accorder aussi une place à d'autres producteurs qui lui feront moins de profit. Et moins le profit sera élevé, et moins la place sera bonne. On verra donc des boîtes de raviolis qui seront disposées en rayon à des endroits moins visibles, plus difficiles d'accès. L'acheteur devra lever la tête pour prendre la marque dont il a l'habitude, pour le glisser dans son chariot, ou bien alors il devra se casser en deux pour dénicher la boîte dans le rayonnage le plus bas à 20 cm de sol. Et puis, si un fournisseur propose des plats préparés bien meilleurs, par exemple des raviolis frais, délicieux, de qualité artisanale, de qualité bio par exemple, mais à un prix élevé, et qui ne cède qu'une marge très très faible, et qui en plus demande d'être conditionné dans un rayon frais, l'hypermarché va décider peut-être de ne pas le référencer du tout. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas trouver le produit dans son hypermarché. Ou alors, s'il l'accepte, il le mettra en rayon ailleurs, au rayon des produits frais. Il aura très peu de visibilité, il ne sera pas facile à trouver. Pour l'acheter, il faudra donc que l'acheteur cherche le bon produit et qu'il soit un client averti, qu'il connaisse l'existence de ce fournisseur particulier et qu'il ait la patience de le chercher pour l'acheter. Alors, je sais que tout ce développement vous paraît un peu surprenant, mais pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que ce que je viens de vous décrire, d'abord, c'est une expérience que tout le monde fait dès qu'il va faire des courses dans une grande surface. Vous avez tous vu ça. C'est ce qu'on appelle en anglo-saxon le merchandising, et c'est un mot anglais qui a été traduit en français par le marchandisage, et donc qui consiste, c'est tout l'art de placer les produits en mettant en avant, pour qu'ils se vendent le mieux, les produits qui rapportent le plus. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que si vous avez bien compris, vous allez tout comprendre maintenant, comment les médias tordent, biaisent les choix démocratiques dans les démocraties, en particulier en France. Ça fonctionne comme un hypermarché. Comme pour les hypermarchés, il faut que les médias proposent plusieurs partis, plusieurs candidats aux électeurs. Sinon, les candidats penseraient qu'ils n'ont pas le choix. Mais les médias ne vont pas présenter tous les candidats. Ils ne vont présenter que les candidats quand même qui leur rapportent le plus. Les médias vont accorder la meilleure place aux candidats qui leur rapportent le plus, de même qu'un hypermarché va mettre en avant la boîte de raviolis qui rapporte le plus. C'est ainsi que la dizaine de milliardaires qui possèdent la plupart des grands médias français ont décidé en 2016
de mettre la boîte de raviolis Macron en tête de gondole et dans les rayons avec des emplacements très visibles à la hauteur des yeux et avec des spots dessus. Parce que Macron était celui qui leur rapportait potentiellement le plus. On l'a vu d'ailleurs, puisque depuis l'élection de Macron, les très grandes fortunes françaises ont fait des progrès phénoménaux. Voilà. Donc c'était, je suis pas le premier à le dire, le candidat des milliardaires. Mais ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que on a mis tous les spots comme dans un supermarché, on l'a mis en tête de gondole partout. Mais il faut donner aux électeurs l'illusion qu'ils sont en démocratie et qu'ils ont le choix. Donc les médias doivent placer d'autres candidats en rayon, moins bien placés, mais il faut quand même qu'ils en placent. Et ils vont placer qui ? Des candidats qui ne nuisent pas non plus à leurs intérêts, qui ne nuisent pas aux intérêts des propriétaires des médias. Donc l'opposition va être sélectionnée par les médias. C'est parce que Mme Le Pen a compris ce système que pour avoir une meilleure place en rayon, pour que la boîte de raviolis Le Pen soit plus visible, il fallait absolument qu'elle annonce haut et fort qu'elle ne fera pas sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Parce que pour les milliardaires qui tiennent nos médias, la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ce serait très compliqué. Regardez ce qu'ils ont dit sur le Brexit. Ça leur causerait des soucis. Ils pourraient moins maximiser leurs profits. Ils pourraient pas procéder à des délocalisations industrielles pour maximiser le profit des actionnaires, etc. Donc ils ne veulent pas. Si on sortait de l'Union européenne et de l'euro, ils ne pourraient pas non plus organiser leur optimisation fiscale avec des transferts de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur. Si on sortait de l'Union européenne et de l'euro, on pourrait peut-être rétablir des barrières tarifaires qui gêneraient leur commerce. Donc c'est ça la raison pour laquelle, fondamentalement, vous voyez une partie et une partie seulement des candidats, par exemple à l'élection présidentielle, de la même façon que lorsque vous allez dans un hypermarché, vous ne voyez qu'une partie des producteurs de boîtes de raviolis. Alors la boîte de raviolis Mélenchon, c'est pareil. Mélenchon ne propose pas la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Il a beaucoup de troupes il y a beaucoup de gens chez Mélenchon qui viennent nous écouter et puis qui trouvent que les analyses que nous faisons sont quand même très intéressantes parce qu'elles sont exactes. Voilà. Tout le monde sait, monsieur Mélenchon, le premier, que son programme ne peut pas tenir la route si on ne sort pas de l'Union européenne et de l'euro. Il le sait le premier. Mais il sait aussi que s'il le dit, il ne sera pas référencé dans l'hypermarché médiatique. Donc il se plie au diktat de l'hypermarché médiatique. Le Brexit montre aux Français à quel point le Frexit serait une erreur. De la même façon que M. Xavier Bertrand ou Mme Le Pen se sont pliés au diktat de Big Pharma en disant « je vais me faire vacciner » parce qu'ils veulent être référencés en rayon. Moi, je me ferais vacciner. On présente donc dans l'hypermarché médiatique des producteurs de raviolis en boîte qui sont en opposition, qui présentent une autre recette, plus pimentée, avec plus de tomates, avec de la viande de bœuf, de la viande de veau, de la viande de poulet, etc. Mais ils ont tous une particularité, c'est qu'aucun ne veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et donc on a vu apparaître depuis quelques mois des boîtes de raviolis dans les rayons que l'on commence à présenter. Il y a les raviolis Hidalgo, les raviolis Jadot, les raviolis Montebourg. Monsieur Montebourg, il est là, il dit qu'il faut rétablir les frontières. Il tient un propos qu'il faut du nationalisme industriel. Et c'est une honte de laisser démanteler les fleurons industriels de la France. Mais, il est pour le maintien dans l'Union européenne et dans l'euro. Est-ce qu'on fait le Frexit ? Non, non. Moi, je me rappelle, je l'avais rencontré dans un salon Made in France, où il était derrière son rayon. C'est le cas de le dire, puisqu'il s'était mis à faire du miel. Donc, il vendait des rayons de miel. Il vendait du miel. Il avait dit d'ailleurs qu'il avait complètement quitté la politique. Mais dès qu'on abordait la question de l'Union européenne, de l'euro, c'était là, d'un seul coup, le rideau de fer qui tombait. Là, on rigolait plus. On n'en parlait plus. Mais malheureusement, je ne débat pas parce que je ne suis pas dans le débat politique. Je suis maintenant à la tête de plusieurs entreprises. Mais vous savez qu'on est d'accord de A à Y. Mais le point Z, c'est là où ça bloque. Vous ne tirez pas la conséquence de ce que vous dites.
Non, parce que je la connais, la conséquence. Et que je l'ai étudiée, je l'ai fait étudier, parce que ce point de vue m'a toujours intéressé, mais je pense que ce serait une erreur. Donc c'est mon point de vue. Article 5 de la Constitution, le président de la République est le garant du respect des traités. Oui, mais les traités, ça se change. Oui, à l'unanimité, article 48 du traité de l'Union européenne. Mais ça ne marchera pas. Donc ça ne marche pas. Voilà. Donc il faut en tirer les conséquences comme les Britanniques. Les Britanniques ne sont pas dans l'euro. Oui, mais de toute façon, l'euro va exploser, vous le savez. Ben écoutez, on attendra qu'il explose, mais je pense qu'à froid, les dégâts seront si considérables. Et à chaud, alors ça sera bien pire. Les dégâts seront considérables, surtout si c'est unilatéralement fait par la France. Voilà mon point de vue sincère, M. Asselineau. Alors il n'y a pas que les raviolis Montebourg, Hidalgo, Jadot, il y a le ravioli Pécresse, le ravioli Xavier Bertrand, le ravioli Général de Villiers, qu'on nous a sorti comme ça en devanture, et j'en passe. On en présente des publicités à la télé, dans les médias, dans les journaux, pour voir comment réagissent les consommateurs. Mais tout ceci se fait à une condition formelle. Aucune de ces nouvelles marques, aucun de ces nouveaux candidats à l'élection présidentielle ne doit jamais proposer la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Et puis peut-être que vous aimez les bons plats. Peut-être que quand vous allez dans un supermarché, un hypermarché, et si vous voulez inviter des amis ou si vous aimez la gastronomie italienne, par exemple, pour filer la métaphore, ben vous savez que c'est pas dans un hypermarché que vous allez acheter les meilleurs raviolis. Ou dans un hypermarché, il faudra aller au rayon des produits frais pour acheter des raviolis faits maison, etc. Et là, d'un seul coup, vous aurez la saveur, vous aurez tout ce que vous cherchez. Eh ben c'est pareil en politique. Si vous voulez trouver le candidat qui convient à l'intérêt de la France, à l'intérêt du peuple français, et pas à l'intérêt de l'oligarchie, eh ben, il faut trouver le candidat qui vous propose ce que refuse l'oligarchie. Ben, il n'y en a pas 50. Hein. C'est nous, c'est l'UPR. Comme dans les hypermarchés qui ne référencent pas les meilleurs produits parce que ces produits, ils ne leur rapportent pas assez d'argent, ils n'ont pas de marge suffisante, eh bien, tous les grands médias refusent de référencer l'UPR, refusent de me référencer, c'est-à-dire refusent de me recevoir. De même que les hypermarchés ne veulent surtout pas perdre les produits industriels malsains et immangeables qu'ils servent dans les rayons, mais qui leur rapportent tant, les médias ne veulent surtout pas voir le peuple confier le pouvoir de la France à de nouvelles autorités qui seraient des autorités UPR qui leur rapporteraient à eux, les milliardaires, beaucoup moins. Ce système convient parfaitement aux oligarques. Avec ce système de mise en rayon, de mise en tête de gondole, avec des opérations promotionnelles, des spots, etc., vous voyez bien ce que c'est. Ça veut dire ces candidats, Macron notamment en 2016, 2017, qui passaient constamment à la télévision. Avec ce système, les possesseurs des médias, qui possèdent également, souvent d'ailleurs, des grandes et qui ont des fonds placés dans des grandes entreprises, etc., eh bien, ils orientent la démocratie. Ils orientent le choix des électeurs en France comme dans un hypermarché, on oriente inconsciemment les achats du public parce que vous êtes pressé, vous avez des amis, je sais pas où vous voulez, vous passez dans un hypermarché, vous dites tiens, je vais acheter des raviolis. Vous n'avez pas d'idée particulière en tête. Vous passez dans un rayon, vous voyez ah bah tiens, voilà les raviolis, je prends ce que je trouve. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Par exemple, en 2010, 2011, 2012, il y avait une boîte de raviolis qui se vendait sans difficulté. C'était la boîte de raviolis DSK. M. Strauss-Kahn avait été prévendu, si l'on peut dire, par les hypermarchés. C'est-à-dire qu'on entendait dans le débat public « M. Strauss-Kahn, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, ce sera lui le prochain président ». Il faisait rien de particulier. Il avait été au FMI. Le bilan qu'il avait au FMI était vraiment assez mauvais. Il faudrait en parler. Et je ne parle pas seulement de l'affaire de New York. Je dis bien avant. Mais c'était comme ça. Il y avait une promotion qui était faite, en fait, par l'hypermarché médiatique de M. Strauss-Kahn. Actuellement, d'ailleurs, je vois Mme Le Pen, elle ne fait pas grand-chose, d'ailleurs. Elle ne se décarcasse pas. Elle n'est pas comme moi à faire en permanence des vidéos, à être en permanence sur le terrain, à être en permanence sur les réseaux sociaux, etc. Pas seulement moi, mais l'équipe qui est avec moi. Parce que nous, on lutte pour se faire connaître du peuple français. Mais il y a une chape de plomb qui repose sur nous, alors que Mme Le Pen, elle est là, elle a table ouverte dans les médias. Quand elle n'est pas là, on ne parle que d'elle. On sort des sondages qui lui donnent ci, qui lui donnent ça. Donc elle est à la tête d'un fonds de commerce. D'où l'on peut d'ailleurs déduire
que les propriétaires de l'hypermarché médiatique font mousser Macron, mais font également mousser Madame Le Pen. Donc Madame Le Pen entre dans leurs calculs pour 2022, bien entendu. Alors tout ce que je viens de vous dire explique cette phrase terrible que j'entends souvent, malheureusement. J'entends souvent des gens qui disent autour de moi, ou je le lis dans des forums de discussion sur tel ou tel journal, dans le Figaro ou dans le Parisien, etc., des gens qui disent « Ah ben moi je veux pas d'un deuxième tour Le Pen-Macron ». Il y en a énormément de Français ne veulent pas d'un deuxième tour Le Pen-Macron parce qu'ils savent que Macron sera élu. Mais, disent-ils, je crains bien que ça soit le cas parce qu'on n'a pas le choix. J'ai vu des gens qui disent bon, moi j'aime pas Macron, mais qu'est-ce que vous voulez, il n'y a personne d'autre. Mais si, vous avez le choix. Revenons à notre restaurateur dont je parlais au début de cette petite vidéo. Les gens qui ont faim, s'ils ne réfléchissent pas, ils vont vers la facilité. Ils voient, je sais pas, un M jaune, vous voyez ce que je veux dire, un McDo, ben ils disent ah tiens, voilà, j'ai faim, je vais au McDo. Pourquoi ça? Parce que c'est la facilité, parce qu'ils réfléchissent pas. Ils savent qu'ils vont aller là, ils vont avoir un choix, mais ça sera un faux choix. Entre un hamburger avec ou sans bacon, ou bien des nuggets de poulet avec une sauce barbecue, une sauce curry et des grandes frites. Voilà. Et ils auront le sentiment d'avoir eu le choix. Mais c'est pas la vie, c'est pas le choix, c'est pas ça le vrai choix. Le vrai choix, il n'est pas dans un restaurant fast-food. Tout le monde sait bien qu'il y a bien meilleur ailleurs. Par exemple, je sais pas, un petit potage de légumes à l'ancienne, ou bien des œufs en meurette à la bourguignonne délicieux, ou un tourne-dos de viande de Salers. Mais ça, c'est dans un petit restaurant, une brasserie. Mais encore faut-il y réfléchir, encore faut-il se prendre par la main, encore faut-il prendre sur soi de délaisser la malbouffe et d'aller chercher des produits de qualité pour manger. Eh bien, c'est exactement pareil en politique. Arrêtez de penser que vous n'avez le choix qu'entre le hamburger Macron, les nuggets Le Pen, les tenders Jadot et une grande part de grandes frites Mélenchon. Il y a bien meilleur ailleurs. Et ce bien meilleur ailleurs, il est là, sous vos yeux. C'est l'UPR. Et qu'est-ce qui me permet de le dire et de l'assurer? C'est que justement, les grands médias ne veulent pas nous référencer dans leur fast-food politique. Les grands médias, ils nous invisibilisent. Parce que les grands médias et leurs propriétaires savent que s'ils commencent à me donner la parole, comme ils la donnent à des gens qui ne sont même pas candidats à l'élection présidentielle, des gens qui ne sont même plus en politique, ils le donnent à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dangereux. Ce qui le prouve également, ce qui prouve la qualité de la brasserie ou du petit resto Asselineau, ce sont les millions de vues que nous accumulons désormais sur nos chaînes et dont je viens de vous parler tout à l'heure, 1 400 000 vues, 1 650 000 vues. Alors, je conclus et je vous demande de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Si vous n'en pouvez plus, si vous voulez que ça change en 2022, il faut que vous compreniez que les médias hypermarchés vous cacheront le meilleur produit. Ils vous cacheront l'UPR et son candidat parce que c'est celui qui leur rapportera le moins à eux, les détenteurs des médias, mais qui se propose de rapporter le plus au peuple français. Il faut donc, c'est capital ce que je vous dis, parce que les médias veulent notre peau. Il faut le savoir, c'est clair et net. Les médias, les instituts de sondage organisent mon invisibilité. Et le CSA est parti dans le décor, ne sert plus à rien. Il faut donc, et il est temps de se réveiller, 2022, c'est dans 1 an et demi, il faut donc que vous décidiez dans votre tête que vous avez le choix. Que le choix que vous disent les médias est un faux choix puisque ce sont les médias qui vous le dictent. Ne vous laissez pas dicter le choix des candidats par les grands médias. Si j'ai donc un conseil fondamental à vous donner, c'est de vous détourner de toutes les émissions politiques, des télés, des radios, et de vous réfugier sur Internet et tout spécialement sur UPR TV.
de venir voir nos analyses, de venir voir nos propositions, de venir voir nos commentaires, de venir voir comment on explique pourquoi un tel et un tel a un programme qui est délibérément contradictoire, parce qu'ils savent qu'ils doivent se plier à l'oligarchie. Mais si vous avez des gens qui se plient à l'oligarchie maintenant, ils se plieront à l'oligarchie tout le temps. Une fois qu'ils seront élus à l'Élysée, vous savez, comme ils auront donné tous les gages nécessaires, ils ne feront pas la politique que vous imaginez, ils feront la politique qu'ils ont approuvée devant vous. Ils resteront dans l'Union européenne, ils resteront dans l'euro, ils resteront dans l'OTAN. Dès lors, ils feront à 98% la même politique que Macron et qu'avant Macron, Sarkozy, et qu'avant entre Sarkozy et Macron, Hollande. Il faut le faire savoir qu'il y a un choix. Faites-le savoir tout autour de vous. La libération de la France se passera en dehors des médias qui placent les Français sous hypnose, comme Macron le fait. Nous pouvons et nous devons parvenir au pouvoir sans les grands médias, avec notre propre réseau de communication. Et quand je dis ça, ça n'est pas du rêve, il suffit de se mobiliser. C'est comme cela que Charles de Gaulle et le Conseil national de la Résistance ont fini par se faire connaître de tous les Français par la BBC, par les journaux clandestins, parce que de Gaulle et les résistants ne pouvaient pas compter sur Radio Paris. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'est ce que disait Pierre Dac, qui faisait partie de la Résistance. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'est de la même façon que des responsables politiques sont arrivés au pouvoir suprême en Inde, comme Narendra Modi, qui était blacklisté des médias, Beppe Grillo en Italie, Donald Trump aux États-Unis. C'est pas forcément des modèles, mais ils ont tous réussi à parvenir au pouvoir malgré le barrage médiatique impitoyable qui leur était opposé. Mais ça nécessite pour cela d'avoir un peuple qui se redresse, un peuple qui ne soit pas avachi et un peuple qui ne se laisse pas dicter ce qu'il faut penser par des sondages. C'était Coluche qui disait « Les sondages, ça sert à dire aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent. N'écoutez plus les sondages. N'allez plus regarder TF1, BFM TV. Ce sont des entreprises aux mains de milliardaires qui veulent vous spolier. N'écoutez pas donc les avocats des gens qui sont vos patrons. Il faut que vous changiez de source d'information. C'est capital pour remuer le marigot politique et faire apparaître une force nouvelle en 2022. Si vous voulez m'aider, si vous voulez nous aider, si vous voulez que nous participions à la prochaine élection présidentielle, eh bien, il faut d'ores et déjà se mobiliser, notamment en termes d'adhésion et de dons. Voilà. Vous ne pourrez pas dire ensuite que vous ne le saviez pas. Vive la République et vive la France.